Nous voulons explorer des planètes de plus en plus lointaines, mais il en existe une, très proche, que nous connaissons encore mal. À sa surface, déserts, plaines arides ou steppes herbeuses alternent avec forêts luxuriantes et jungles tropicales. Ces profondeurs sont parcourues d'un labyrinthe de grottes et de rivières souterraines où règnent bien souvent des conditions extrêmes. Cette planète, vous la voyez tous les jours, dans le miroir de votre salle de bain. C'est votre corps. D'étonnantes créatures y trouvent refuge. Certaines nous sont utiles, d'autres sont nuisibles, mais toutes recherchent les conditions les plus favorables à leur développement. Cette vie sauvage qui nous a colonisés répond à des équilibres naturels qui se sont construits au cours de millions d'années d'évolution et que nous commençons tout juste à comprendre. C'est cette planète fascinante, notre corps, que je vous invite à explorer. Pour un écologue comme moi, qui étudie la nature et le monde vivant, notre corps est un fabuleux terrain d'exploration. Il a de nombreuses similitudes avec la planète que nous habitons. Il est donc intéressant de l'observer avec le même regard que nous portons aux espaces naturels de la Terre. Nous vivons vraiment sur une planète étonnante, n'est-ce pas? La vie prolifère partout, sous ses formes les plus belles et les plus étranges. Pourtant, il y a 5 milliards d'années, la Terre n'était comme cette pierre qu'un caillou stérile, un rocher nu flottant dans l'espace. La vie s'est installée, puis elle s'est développée. Le corps humain connaît un processus de colonisation similaire. Dans le ventre de sa mère, le bébé est vierge de tout corps étranger. Mais dès qu'il s'engage dans l'utérus et que commence le processus d'expulsion, le corps du bébé est colonisé par une multitude d'organismes vivants. Les premiers colons sont les bactéries. Au moment où il naît, quand le bébé passe par les voies naturelles, il est enduit de bactéries qui ressemblent aux espèces présentes dans le vagin maternel. En naissant, le bébé prend donc un véritable bain bactérien. Son corps s'imprègne de ces organismes microscopiques comme un manteau biologique légué par sa mère. Les bactéries que vous avez au tout début sont déterminantes pour éduquer vos défenses naturelles. Certaines études s'intéressent justement à la différence de colonisation bactérienne entre les bébés nés par voie naturelle et ceux nés par césarienne. Quand vous examinez des bébés nés par césarienne, tout de suite après leur naissance, on constate qu'au lieu d'être couverts de bactéries qui ressemblent à celles présentes dans le vagin maternel, ils sont colonisés par des bactéries similaires aux espèces bactériennes de la peau. Il y a des conséquences qu'on peut observer du point de vue de la santé. On sait qu'il y a une corrélation entre les naissances par césarienne et des taux plus élevés d'allergies, d'asthme et de maladies auto-immunes. Le lait maternel est l'occasion d'une autre imprégnation bactérienne pour le bébé.
Ce n'est que très récemment qu'on a compris que le lait maternel apporte avec lui tout un ensemble de microbes qui migrent depuis le corps de la mère, passent dans le lait pour être transmis au bébé. Le lait maternel est un exemple étonnant de la façon dont notre corps a évolué pour permettre la transmission de ces microbes à la génération suivante. Dans les premiers mois, les bactéries qui ont colonisé le corps du bébé vont conquérir les différentes régions de cette nouvelle planète. Elles vont évoluer, s'adapter et proliférer pour donner naissance à une flore différente selon qu'elles vont élire domicile dans les zones arides et froides ou dans les régions chaudes et humides de notre corps. Les bactéries vont se multiplier à tel point qu'à l'âge adulte, chacun de nous transporte en permanence plus de 100 000 milliards de bactéries. Nous connaissons encore mal ces milliards de passagers clandestins qui prolifèrent sur notre corps depuis notre naissance. Des espèces inconnues nous attendent dans des territoires peu étudiés. Et il n'est pas besoin d'aller très loin. C'est dans le cratère qui témoigne de notre naissance, le nombril, que des scientifiques sont partis à la recherche de bactéries cachées. Les biologistes de l'Université de Caroline du Nord, qui ont lancé le projet Biodiversité du nombril, reconnaissent que leurs recherches sur cette partie du corps ont commencé comme une blague. Suivant. Sur ce coton-tige, vous prélevez des organismes vivants. Nous allons en extraire l'ADN et avec la génétique, on pourra les identifier. Les chercheurs soumettent les bactéries à un séquençage ADN qui dresse leur carte d'identité biologique et permet de les répertorier. Pendant plusieurs mois, les scientifiques ont exploré le nombril de 95 volontaires pour y découvrir 1400 espèces de bactéries, dont 662 souches étaient inconnues. Les outils récents de la génétique sont comme un nouveau télescope. Les nouvelles techniques qui sont apparues dans les 10-20 dernières années nous ont permis de voir tous les organismes, et plus seulement ceux qu'on pouvait mettre en culture. Et là, on a réalisé qu'on était passé à côté d'au moins 95% des espèces existantes. On est un peu dans la situation d'un géographe qui aurait étudié toute sa vie les fjords de Norvège, et tout d'un coup quelqu'un dirait « Au fait, on a découvert les Amériques et l'Australie ». Et personne n'en aurait entendu parler avant. Mais le vrai défi consiste à dresser le portrait en images de cette flore minuscule qui habite les moindres recoins de notre corps. Pour explorer notre jardin bactérien et observer de plus près les différentes espèces qui le composent, il nous faut franchir les frontières du monde microscopique en embarquant à bord de vaisseaux bien particuliers. De puissants microscopes font voyager notre regard de plus en plus loin vers l'infiniment petit. Ils nous emmènent dans un surprenant safari à la rencontre des espèces de bactéries qui prolifèrent sur notre peau, du bout de nos pieds à la pointe de nos cheveux. Certaines bactéries sont très courantes sur notre corps et vivent en harmonie avec nous. C'est le cas de Staphylococcus epidermidis ou de Propionibacterium, bien adaptées toutes les deux à l'acidité naturelle de notre peau. Certaines espèces, comme Streptococcus pyogenes, sont dites pathogènes, c'est-à-dire qu'elles peuvent attaquer notre corps et déclencher des maladies.
Quant à Pseudomonas aeruginosa, elle pourrait être nuisible à l'intérieur de notre corps, mais elle sécrète sur notre peau un antimicrobien efficace. Comme dans la nature, la santé du milieu se joue dans l'équilibre entre les espèces. En occupant le terrain et en monopolisant toutes les ressources disponibles, les bonnes bactéries empêchent les bactéries nuisibles de s'installer. Elles sont en guerre entre elles. Même nos bonnes bactéries se battent entre elles. Elles essayent toutes de dominer. Les bactéries sont loin d'être une flore figée et passive. Elles communiquent entre elles. Le plus souvent, elles s'adressent des messages chimiques à distance. Ces messages leur permettent de se recenser et de déclencher une action commune quand elles sont en nombre suffisant et que les conditions sont favorables. Dans certaines situations, elles se connectent par des microtubes. Elles construisent un réseau qui leur permet de faire circuler des protéines et parfois du matériel génétique qui les dotera de nouvelles aptitudes. Les bactéries ne se donnent pas seulement des tuyaux entre individus d'une même espèce, elles communiquent aussi entre membres de familles différentes. Sur notre corps comme sur la planète Terre, les bactéries peuvent vivre dans de nombreux environnements. Chaque espèce recherche les conditions qui lui sont le plus favorables. Ces bactéries présentes sur notre corps se nourrissent de nous. Elles consomment nos peaux mortes, les particules de notre épiderme. Elles participent en fait à la décomposition de ces éléments. C'est donc un intérêt partagé qui régit notre cohabitation avec les bactéries. Pour elles, notre peau est avant tout une réserve de nourriture sous forme de lipides et de protéines. En retour, elles sécrètent une matière hydratante, empêchant notre peau de se dessécher, de se craqueler et d'ouvrir ainsi une brèche à des envahisseurs microscopiques. Comme la croûte qui recouvre notre planète Terre, la peau est l'enveloppe extérieure protectrice de notre corps. Contrairement à ce que vous pourriez penser, elle n'est pas aussi légère que cela. Nous portons environ 5 kg de peau répartis sur une surface moyenne de 2 mètres carrés à l'âge adulte, ce qui en fait le plus grand organe du corps. Mais surtout, notre peau a des propriétés étonnantes dont nous n'avons même plus conscience. La peau est une fenêtre sur le monde. Son extrême sensibilité est bien sûr différente selon les parties du corps. Les lèvres et le bout des doigts sont plus sensibles. Mais il ne s'agit pas seulement du toucher, c'est aussi par la peau que nous ressentons la douleur, la température, les vibrations, tous ces éléments qui nous relient au monde. Notre peau est criblée de minuscules orifices par lesquels elle respire. Ces pores permettent aussi d'évacuer la sueur lorsque nous transpirons. Elle est sécrétée par 3 millions de petites glandes cutanées réparties sur tout notre corps. La transpiration permet d'éliminer un excès de chaleur, faisant ainsi baisser la température corporelle. La peau est aussi imperméable, grâce à une protéine dure et insoluble, la kératine. Enfin, notre peau est élastique, ce qui la rend résistante. L'élasticité est assurée par des protéines appelées élastines. Elles se tendent comme de minuscules ressorts, puis reprennent leur forme initiale.
Porosité, imperméabilité, élasticité sont autant de qualités qui rendent notre enveloppe corporelle propice à la vie. La surface de notre peau est une étendue sauvage sur laquelle s'est construite une vaste pyramide du vivant. À la base de la chaîne alimentaire, les bactéries sont un terreau nourricier qui fournit de nombreuses ressources pour tout un tas d'espèces. Mais d'autres formes de vie ont également élu domicile partout où les conditions sont favorables. Ainsi, certains champignons microscopiques ont colonisé notre peau et l'intérieur de notre corps. Comme leurs cousins qui poussent dans les forêts, ces champignons microscopiques se reproduisent grâce à des petites spores qui se répandent dans l'air. C'est ainsi qu'ils s'établissent sur notre peau ou pénètrent dans nos poumons. Grossis près de 5000 fois, ils nous font penser à une flore exotique qui n'a rien à envier à certaines régions tropicales de notre planète Terre. C'est pourtant sur nos ongles de pied, entre nos orteils ou dans les alvéoles de nos poumons qu'on les trouve. Les zones humides, chaudes et obscures sont leur terrain favori, car la matière organique en décomposition constitue l'essentiel de leur menu. Dans une forêt tropicale, vous avez les organismes qui produisent la matière première. Vous avez les plantes, les espèces qui mangent les plantes. Vous avez des prédateurs, vous avez des parasites. Et tout cela se passe aussi sur votre corps. Les célèbres acariens ne peuplent pas seulement nos tapis et moquettes, ils affectionnent aussi notre épiderme. Inutile de courir vous laver. Leur présence est parfaitement normale et passe le plus souvent inaperçue. Ils peuvent même nous être utiles en nous débarrassant de nos peaux mortes et en jouant ainsi le rôle de nettoyeur. Ces festins de peau ont pourtant une contrepartie qui pourrait indisposer les âmes sensibles. Cette fertilisation intempestive de notre épiderme n'a pas de réelles conséquences, à l'exception de petites démangeaisons et de rares allergies. Pourtant, dans la grande famille des acariens, quelques parents embarrassants nuisent à la réputation de l'espèce. C'est le cas du sarcopte. Comme ses cousins mangeurs de peau, il s'intéresse à notre épiderme, mais ce n'est pas pour y faire le ménage. C'est sur notre peau qu'il vit ses amours. Quand vient le moment de pondre, la femelle creuse un tunnel sous notre peau à l'aide de véritables pinces coupantes. Les épines qui hérissent son dos lui interdisent toute marche arrière. Ce ne sont pas les œufs qu'elle pond sous notre peau, mais les déjections qu'elle laisse lors de son séjour qui déclenchent la gale. Cette maladie de peau, devenue rare mais très contagieuse, se transmet par contact direct. Le sarcopte s'installe là où la peau est la plus fine, entre les doigts, à l'intérieur des poignets, dans l'aine et à l'intérieur des coudes. En effet, notre peau n'est pas uniforme sur notre corps. Constituée de petites dunes alignées sur le bout de nos doigts, elle offre plutôt un paysage de collines sur notre dos et de profondes vallées sur nos lèvres. C'est sous nos talons qu'elle est la plus épaisse, où elle présente un relief escarpé. Notre peau, comme le sol, est composée de plusieurs couches. Son épaisseur, sa souplesse et ses propriétés chimiques varient selon les régions. Sèche sur le dessus de nos mains, c'est sur notre front et à la base de nos poils qu'elle est la plus grasse. La peau, comme la terre,
a aussi besoin de se nourrir, de s'enrichir. La terre le fait avec ce qui vient d'en haut, tout ce qui tombe et se décompose. La peau le fait avec ce qui vient d'en dessous. Dans les deux cas, la vie se concentre autour des éléments qui pénètrent les couches les plus profondes. Pour la terre, c'est autour des racines des plantes que la vie est la plus dense. Pour la peau, c'est autour des racines des poils, les follicules. La base des poils est riche en sébum, une substance grasse qui lubrifie le poil et la surface de la peau. Elle est sécrétée par des petites glandes présentes dans le bulbe, à la racine du poil. C'est précisément là qu'un acarien au corps allongé, du nom de Demodex folliculorum, a choisi d'élire domicile. Son habitat de prédilection, nos cils et nos sourcils. Le sébum constitue l'essentiel de son menu, mais à l'occasion, il ne dédaigne pas quelques cellules mortes de notre épiderme. La nature a affublé cette petite créature d'une absurdité anatomique. N'ayant pas d'anus, elle ne peut évacuer les déchets de ses repas. Une fois le ventre bien rempli, elle est ainsi condamnée à mourir par décomposition. La plupart du temps, ce petit acarien n'est source d'aucune gêne. Mais sa prolifération peut provoquer des infections de la peau ou des yeux. Ils vivent sur presque tout le monde. Et nous savons que certains spécimens pourraient être des espèces nouvelles, mais personne ne les a jamais étudiés. Il y a vraiment une grande part de leur biologie qui reste mystérieuse. Vous imaginez? C'est un animal qui vit sur votre visage et on connaît peu de choses sur lui. Comme le Demodex, chaque créature qui vit sur la planète corps a un habitat de prédilection. Car de son point de vue, le corps humain n'est pas un écosystème homogène. Certains champignons ne vivent bien qu'entre nos doigts de pied, tandis que d'autres créatures préfèrent la jungle de nos cheveux. C'est là que nous attend le pouls. Ce passager clandestin de nos têtes est assez inoffensif. Pourtant, vu de près, c'est un véritable monstre dont il est bien difficile de se débarrasser lorsqu'il s'est établi sur notre crâne. À son échelle, notre cuir chevelu ressemble assez à une forêt densément boisée. L'endroit idéal pour passer inaperçu. Pourtant, les démangeaisons qu'il provoque en ponctionnant notre sang trahissent sa présence. Agrippé à nos cheveux par de puissants crochets, il trouve chaleur et nourriture sur notre crâne. C'est aussi là, à l'abri des regards, qu'il vit ses amours. On vous a montré 100 fois le coït des lions dans la savane africaine. Mais avez-vous déjà vu l'accouplement des poux sur une tête humaine? Le résultat logique de ces ébats taurides est la naissance d'une nombreuse progéniture. Solidement collés aux cheveux par une glu que sécrète la femelle, des dizaines d'œufs s'apprêtent à éclore. Dans notre esprit, le pouls est un héritage encombrant de notre condition animale, un parasite repoussant et nuisible. Pourtant, certaines théories suggèrent que sur une échelle de temps plus longue, le pouls a rendu service à l'humanité en stimulant la socialisation. Entre les poux et nous, c'est une histoire qui dure. Ces habitants des forêts de notre corps nous accompagnent depuis les tout premiers pas de nos ancêtres. Mais les poux étaient déjà présents dans le paysage il y a bien plus longtemps encore.
Plusieurs millions d'années avant l'homme, ils se sont attaqués à des bêtes de tout poil et de toute taille, choisissant leurs nouveaux hôtes au gré des extinctions ou des bouleversements de leur environnement. Les poux ne sont pas des dinosaures microscopiques, mais plutôt des fossiles vivants. On estime que les poux sont apparus sur Terre il y a environ 115 à 130 millions d'années. C'est le seul fossile connu de poux. Il a été découvert il y a environ 20 ans. Il est vieux de 44 millions d'années et son parent le plus proche encore vivant se trouve sur les canards et les cygnes. Les poux doivent vivre sur un hôte particulier. S'ils en tombent, ils meurent. Cette spécificité par rapport à leur hôte les distingue de nombreux autres groupes de parasites. L'ADN du poux évolue 2 à 4 fois plus vite que celui de son hôte. On peut donc se servir de l'arbre d'évolution du poux, en datant ses points de ramification, pour les comparer au profil d'évolution de l'hôte. C'est pour cette raison que Vince Smith considère les poux comme un formidable miroir de l'évolution des espèces, et de la nôtre en particulier. Ces habitants de nos poils peuvent révéler d'étonnantes informations sur notre propre histoire. Homo erectus, dont nous nous sommes séparés il y a plus d'1 million d'années, avait des poux génétiquement très proches des poux de nos têtes aujourd'hui. Pour Vince Smith, cela suggère que l'homme moderne aurait eu des contacts avec cette lignée archaïque après ce point de séparation et aurait ainsi attrapé ses poux. Toujours sur le même principe de comparaison génétique des différentes familles de poux, Vince Smith a émis une autre hypothèse qui concerne cette fois les poux de nos régions intimes. Les poux de pubis humains et les poux de gorille sont génétiquement très proches. Ils ne sont séparés que par 2 ou 3 millions d'années d'évolution. En comparaison, l'ancêtre commun que nous partageons avec les gorilles date de 8 à 9 millions d'années. On peut donc en déduire que nos ancêtres auraient eu des contacts avec les gorilles après qu'ils aient divergé, et c'est ainsi que nous aurions attrapé les poux de pubis. Cette hypothèse est confortée par la morphologie des poux de pubis. Munis de puissants crochets, ils ont besoin de poils drus et épais pour s'agripper. Cet habitat favorable de notre toison pubienne est aussi caractéristique du pelage des gorilles. Comme toutes les espèces vivantes, le poux doit malgré tout tenter de s'adapter à des changements de son environnement. De son point de vue, la disparition progressive des poils de certaines parties du corps humain ressemble beaucoup aux modifications des écosystèmes de la Terre pour l'homme. On sait que de telles pressions écologiques poussent les espèces à évoluer. Les poux humains se sont adaptés aux évolutions de notre corps. La perte progressive de nos poils les a obligés à opérer une retraite dans les parties où il nous restait des poils, c'est-à-dire notre tête d'une part et la zone pubienne d'autre part. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une nouvelle espèce, le poux de corps, est née au moment où l'homme a commencé à se vêtir. Ce sont en fait des poux de tête qui ont migré pour exploiter les vêtements comme une nouvelle niche, où ils se sont installés pour vivre. Si nous avons perdu la plupart de nos poils, nos fidèles compagnons offrent encore un refuge idéal pour des parasites proches de ceux qui nous affectent, mais qui ne dédaignent pas un changement de milieu.
On sait que le pou est très spécialisé et supporte mal le fait de vivre éloigné de son hôte. Mais la puce, elle, s'adapte très bien à ce type de changement de milieu. C'est bien souvent les poils de nos compagnons qui servent de première base aux puces. Cachées et au chaud, elles peuvent se préparer à d'autres conquêtes. Mais leur vie commence sous forme de larves dans la clandestinité des tapis, des moquettes ou des fentes de parquet. Pendant la dernière phase de sa métamorphose, la larve de puce s'enferme dans une sorte de cocon dans lequel elle évolue jusqu'à atteindre sa taille adulte. Parvenues à ce stade, les puces sont capables de patienter pendant près d'1 an sans manger. Mais au moindre stimulus, elles éclosent tout en même temps. Affamées, elles se ruent sur leur repas. D'un bond, elles peuvent sauter une distance égale à 20 fois leur taille. Pour conquérir une planète vivante comme notre corps, les puces sont capables de véritables prouesses physiques. Pour en percer les secrets, le professeur Malcolm Burrows, spécialiste mondial du saut des insectes, se livre à d'étonnantes expériences sur les puces dans son laboratoire de Cambridge. Là, il y en a une bien active. Tu peux la mettre dans la chambre, Greg? Ok, je la place. Lumière? Ok, on est prêt pour filmer. Équipé d'une caméra à très haute vitesse, le professeur Burrows et son équipe filment des sauts de puces à 5000 images par seconde pour pouvoir les analyser au ralenti. Yeah! L'accélération d'une puce au décollage est phénoménale. En 1 millième de seconde, elle passe de l'immobilité totale à une vitesse de près de 2 mètres par seconde. Cela signifie qu'elle absorbe une force équivalente à environ 100 G. Vous et moi serions morts si nous subissions une force de 5 G. Avec des combinaisons spéciales, les astronautes et les pilotes d'avions de chasse peuvent supporter des accélérations allant jusqu'à 6 G, soit 6 fois la force de gravité. Le poids de leur corps est donc multiplié par 6 en une fraction de seconde. Mais nous restons très loin des performances de la puce. Elles résistent à une telle force d'accélération parce que leur cerveau n'a pas besoin d'un afflux sanguin comme le nôtre. La raison pour laquelle une petite force d'accélération nous est fatale, c'est que notre cerveau se vide de son sang. Le cerveau des insectes n'est pas irrigué par des vaisseaux sanguins. Ils ne perdent donc pas conscience, comme ce serait le cas pour nous. D'autre part, les puces ont un squelette externe rigide, comparé à notre squelette interne. Et c'est aussi ce qui les protège de telles forces d'accélération. Mais la capacité extraordinaire de propulsion de la puce vient de son anatomie. Elle compresse son thorax grâce à une protéine élastique, la résiline, qui permet de stocker l'énergie à la façon d'un ressort qui se tend. Puis, cette énergie est libérée d'un coup et transmise aux pattes arrière. La partie inférieure, le tarse, par sa longueur, joue un rôle de levier redoutable qui se détend comme une catapulte. Si les puces sont de véritables as du décollage, l'atterrissage est beaucoup plus approximatif. Mais leur légèreté et l'armure anti-choc qu'elles portent leur permettent de supporter des cascades qui nous seraient fatales. Les puces sautent parce qu'elles veulent passer de l'hôte sur lequel elles vivent à un nouveau. Les récepteurs placés sur leurs antennes et sur leur tête leur permettent de détecter la chaleur dégagée par un corps et le dioxyde de carbone émis par un animal à sang chaud. En effet, ce qui motive ces kamikazes miniatures pour accomplir de tels sauts acrobatiques, c'est avant tout la perspective d'un festin de sang.
parasites hématophages, qui se nourrissent de sang, notre corps est une ressource inépuisable. Les infimes quantités que les parasites prélèvent sont immédiatement renouvelées par le corps. Cette minuscule ponction ne perturbe pas le moins du monde notre métabolisme. Malheureusement, en se nourrissant, les insectes piqueurs ne font pas que prélever un peu de notre sang. En perçant notre peau, les parasites hématophages permettent à des micro-organismes de franchir notre meilleure barrière de défense. C'est ainsi que des espèces pathogènes, virus, bactéries, protozoaires, vont pénétrer à l'intérieur de la planète corps. Et le champion toute catégorie de la transmission de maladies, c'est bien le moustique. Ou plus exactement, la femelle moustique, à qui notre sang est nécessaire pour pouvoir pondre. Son rostre est une véritable seringue naturelle dont elle se sert pour pomper notre sang. Sa piqûre est indolore, car elle injecte immédiatement sa salive dans la plaie, ce qui a un effet à la fois anesthésiant et anticoagulant. Malheureusement pour nous, cette salive peut contenir des virus ou des parasites, comme le plasmodium, responsable du paludisme. Chaque année, cette maladie touche plus de 200 millions de personnes dans le monde et provoque près d'1 million de décès. Le parasite infecte d'abord les cellules du foie, puis il va pénétrer à l'intérieur de nos globules rouges pour s'y multiplier. Ceux-ci se gondolent et se déforment, signe que le parasite prolifère à l'intérieur, comme le montrent ces images en microscopie électronique. Mais à ce stade, afin de poursuivre son développement, le parasite doit quitter le sang humain, trop chaud, et repasser dans le corps d'un moustique. Il faut donc qu'un moustique pique une personne infectée dans cette phase propice. Or, certaines expériences semblent montrer qu'un moustique pique de préférence une personne contaminée par le parasite. L'infection modifierait l'odeur de son corps et la rendrait plus attirante pour le moustique. En d'autres termes, le plasmodium manipulerait le moustique de façon à pouvoir, grâce à lui, achever sa maturation. Aussi incroyable que cela puisse paraître, l'homme n'est qu'un autre intermédiaire dans cette histoire, une victime collatérale dans le cycle de reproduction d'une créature minuscule mais très complexe. Un scénario qui nous rappelle une fois de plus que notre planète corps évolue en interaction permanente avec la multitude d'organismes vivants qui nous entourent. Mais parfois, pour combattre certains squatteurs indésirables, il est préférable de leur livrer bataille avant même qu'ils ne posent pied sur notre planète. Et c'est la stratégie adoptée par des chercheurs australiens pour combattre le virus de la dengue, lui aussi transmis par un moustique. Le professeur Scott O'Neill et son équipe livrent leur corps en toute tranquillité à ces moustiques, car ils sont sûrs qu'ils ne leur transmettront aucune maladie. Ils sont le fruit d'un élevage bien particulier, le résultat de nombreuses années de recherche. Tout a commencé avec la mise en évidence d'une étonnante bactérie nommée Wolbachia. C'est incroyable de constater à quel point Wolbachia est commune. Dans un environnement comme celui-là, 70% des insectes vont être naturellement porteurs de cette bactérie. Mais ce qui est vraiment intriguant, c'est que les moustiques qui transmettent la dengue n'en sont pas porteurs. En fait, aucun des moustiques qui transmettent à l'homme des maladies majeures ne porte naturellement Wolbachia.
Wolbachia est une bactérie incroyable. Et ce qui m'a passionné, c'est les effets qu'elle provoque sur les insectes qu'elle colonise. Elle favorise la reproduction des femelles qui la portent. Celles-ci transmettent Wolbachia à leur descendance et la bactérie se diffuse ainsi plus vite. Elle protège les insectes de nombreuses infections, et notamment des attaques virales. Si les insectes portent Wolbachia, les virus ne se développent pas aussi bien. Le professeur O'Neill a eu l'idée d'immuniser les moustiques contre la dengue grâce à cette étonnante bactérie. En laboratoire, les chercheurs ont inoculé Wolbachia à des œufs de moustiques et ils ont élevé des femelles porteuses de la bactérie. Elles n'ont pas rejeté la bactérie et ont toutes développé une résistance au virus de la dengue. Chaque année, ces femelles sont relâchées dans la nature pour qu'elles s'accouplent à des moustiques non porteurs et transmettent Wolbachia à leur descendance. De génération en génération, les moustiques porteurs de la bactérie deviennent dominants et remplacent peu à peu les moustiques non porteurs. Pour mesurer la proportion de ces moustiques immunisés dans la population générale, les équipes du professeur O'Neill placent des pièges chez les habitants. Cela fait maintenant 3 ans que nous capturons des moustiques dans ces pièges pour les ramener au laboratoire et voir s'ils sont porteurs de Wolbachia. En général, plus de 98% des moustiques ont la bactérie et nous sommes plutôt contents de ce résultat. Mon plus grand rêve serait d'arriver à une éradication globale de la dengue en répandant Wolbachia dans toutes les populations de moustiques à travers le monde et ainsi éliminer le virus. Ces recherches suscitent d'autant plus d'espoir qu'il n'existe pas de vaccin contre cette maladie dont les symptômes sont ceux d'une forte grippe. Elle touche chaque année près de 40 millions de personnes, principalement dans les pays en voie de développement des régions tropicales. Mais avec le réchauffement climatique, les cas se multiplient en Europe et aux États-Unis. Les expériences menées par le professeur O'Neill montrent que dans la nature, certains organismes microscopiques sont capables de manipuler des créatures bien plus imposantes en modifiant leur biologie intérieure. Parfois, nous sommes nous aussi sous l'emprise d'êtres vivants bien plus petits que nous. À la surface de notre planète corps, les relations que nous entretenons avec les créatures qui nous colonisent sont plutôt superficielles et épisodiques. Mais dès que nous pénétrons à l'intérieur de notre corps, les interactions deviennent plus complexes. Poursuivons notre voyage dans les régions chaudes et humides de notre planète. Là aussi existent des équilibres écologiques subtils et une biodiversité fascinante. Ces paysages intérieurs nous rappellent une fois encore, de façon troublante, certains paysages de la Terre que nous habitons. Dans ces décors d'une grande variété, vivent aussi d'étonnantes créatures.
C'est sous la surface de notre planète que nous allons rencontrer ces passagers clandestins. Il s'agit des endoparasites, c'est-à-dire la faune parasitaire dont les écosystèmes se trouvent à l'intérieur de notre corps. Le plus souvent, les endoparasites choisissent la discrétion et pénètrent dans le corps sans effraction, en utilisant tout simplement les voies d'accès naturelles. Notre bouche est généralement la première étape de leur voyage. Cette cavité chaude et humide offre un biotope accueillant pour de nombreuses créatures, et tout particulièrement pour les bactéries. Des milliards d'individus en tapissent l'intérieur. Elles nous rendent de nombreux services en maintenant un équilibre chimique dans notre bouche. Le film bactérien qui se forme sur nos dents est saturé en calcium. En se dissolvant à la salive, il permet de lutter contre une acidité excessive lorsque nous consommons du citron ou du vinaigre, par exemple. Ce cocktail de bactéries s'accumule sur nos dents, se solidifie pour former des plaques de tartre. Comme des couches géologiques, elles emprisonnent les bactéries. C'est précisément aux strates bactériennes de nos dents que s'intéresse le professeur Alan Cooper, car elles nous en disent long sur les grands bouleversements bactériens qui ont eu lieu dans notre bouche, depuis nos ancêtres chasseurs-cueilleurs jusqu'à l'homme du XXIe siècle. C'est effectivement la seule forme de bactéries fossiles qu'on connaisse vraiment. Elle préserve toute l'information sur les bactéries présentes dans la bouche d'une personne. Dans le laboratoire dirigé par le professeur Cooper, on exhume donc avec précaution ces bactéries fossilisées des dents de nos ancêtres. Nous voulions vraiment savoir quelles conséquences ont eu les grandes mutations que l'homme a traversées. La plus importante est sans doute l'émergence de l'agriculture, la révolution néolithique comme on l'appelle. C'est le moment où les céréales, comme le blé, l'orge, le seigle, ont été introduits largement dans notre alimentation. C'est là que les glucides sont devenus prédominants dans notre régime alimentaire. On observe une modification majeure, à la fois dans la composition et la diversité des bactéries présentes. On voit apparaître les premiers signes de caries et les trous qui se forment dans les dents. Ce qui est intéressant, c'est que chez les populations de chasseurs-cueilleurs, on trouve très peu de signes de caries dentaires. En fait, leurs dents sont saines. Bien sûr, elles sont usées et abîmées par l'absorption d'aliments bruts qui sont très abrasifs. Mais à part ça, elles sont en bon état. Dans les collections des musées, quand vous passez de la période des chasseurs-cueilleurs à celle des premiers agriculteurs, les dents se gâtent terriblement. Ensuite, nous avons relevé une chose étonnante. La population bactérienne ne change pas beaucoup depuis la naissance de l'agriculture, en passant par l'âge de bronze jusqu'au Moyen-Âge et au-delà. Puis soudain, quand la révolution industrielle explose à partir de 1850, tout se dérègle. Subitement, on assiste à une arrivée massive du sucre et des farines raffinées dans notre alimentation. À partir de là, il y a un effondrement de la diversité bactérienne dans notre bouche. Et les espèces de bactéries nuisibles deviennent dominantes chez tous les individus qu'on observe. Mais notre bouche n'est que l'antichambre des gouffres qui parcourent les tréfonds de notre corps. Dans les entrailles de la Terre, certaines créatures se sont adaptées à des environnements sombres, humides et pauvres en oxygène. À l'intérieur de notre corps,
Des organismes vivants se sont eux aussi habitués à ces conditions particulières. C'est en pénétrant au plus profond de notre système digestif que nous découvrons la richesse de nos écosystèmes intérieurs. Dans les replis humides de nos intestins, travaillent quotidiennement des milliards d'organismes vivants. Nous portons entre 10 000 et 100 000 milliards d'organismes microbiens, qui sont surtout des bactéries intestinales. C'est 10 fois plus que le nombre de cellules de notre corps. Ces milliards de bactéries sont absolument indispensables à notre vie. On estime que les bactéries intestinales remplissent plus de 15 000 fonctions distinctes au service du corps humain. Elles favorisent notamment la digestion des aliments, elles permettent l'absorption et la fabrication de vitamines essentielles, elles nous protègent aussi contre les micro-organismes nuisibles. En échange des services rendus, elles trouvent dans les profondeurs de notre système digestif la chaleur, l'humidité et les nutriments indispensables à leur développement. Les bactéries intestinales sont connues depuis longtemps, mais on commence seulement à prendre conscience de leur importance, sans doute à cause de notre aversion pour l'intérieur de nos intestins. C'est pourtant dans ces profondeurs caverneuses que résiderait la clé de notre santé et de notre équilibre biologique. L'exploration de nos cavernes intérieures révèle des paysages étonnants. Les nombreux replis qui forment le relief de nos intestins ont une utilité. Ils permettent de multiplier la surface de contact avec les aliments et favorisent ainsi leur assimilation. Observée dans le détail, la paroi de nos intestins est composée de petites collines alignées qui sont un refuge idéal pour les bactéries. Elles ont chacune leur mission et leur régime alimentaire favori. Si vous aimez la viande et les produits laitiers, votre intestin hébergera plutôt des bactéroïdes. Si vous appréciez le poisson et les huiles végétales, Ruminococcus se développera. Mais si vous raffolez de gâteaux et de gourmandises sucrées, c'est Prevotella qui dominera. Votre régime alimentaire avantage certaines bactéries. En le changeant, vous modifiez votre flore intestinale. Des études ont notamment montré que la consommation de fruits et légumes favorise la diversité bactérienne. La constitution de notre flore intestinale est étudiée de près par les scientifiques. Ils associent désormais le surpoids à la présence ou à l'absence de certaines bactéries. Chez l'homme, on a constaté que les personnes obèses ont une flore différente des personnes minces. On a par exemple identifié une bactérie qui absorbe une grande quantité de calories. Quand elle est absente, comme chez les personnes obèses, c'est le corps qui stocke ces calories. Comme dans la nature, la variété des espèces est donc essentielle dans nos intestins. Mais notre biodiversité intestinale est fragile. Comme le feu, capable de tout détruire sur son passage, certaines infections ou un traitement prolongé aux antibiotiques peuvent réduire en cendres la flore de nos intestins. Peu à peu, la végétation renaît, mais quand les dégâts sont trop importants ou quand des espèces invasives en ont profité pour s'installer, il faut parfois donner un petit coup de pouce à la nature. L'idée consiste à réensemencer l'intestin avec de bonnes bactéries. C'est ce que fait le professeur Thomas Borody, qui a mis au point une méthode pour le moins originale, la transplantation fécale. Les selles, dans leur forme saine, avec une grande diversité bactérienne, peuvent être introduites dans les intestins de quelqu'un pour tuer les organismes responsables de certaines maladies.
C'est repoussant pour moi comme pour n'importe qui, mais il faut reconnaître que c'est efficace. Par exemple, la bactérie Clostridium difficile a une spore, une sorte de petite boule, enduite, disons, de téflon. Cela rend cette spore indestructible par les antibiotiques. Mais par contre, la flore intestinale humaine peut la détruire. Quand on implante une nouvelle flore intestinale, on stimule profondément le système immunitaire à l'extrémité du petit intestin. Cela provoque une réaction des défenses naturelles du corps, dont on commence tout juste à mesurer la portée. Depuis plus de 20 ans, le professeur Borody a traité avec succès de très nombreux cas de colite, d'ulcères intestinaux ou de maladie de Crohn. Cette surprenante thérapie met en évidence la complexité des équilibres qui sont en jeu dans les profondeurs de notre corps. En raison des nutriments qui s'y trouvent et de l'humidité qui y règne, les intestins sont un milieu favorable à la vie. Les bactéries ne sont pas les seules à s'y sentir à l'aise. D'autres espèces bien plus imposantes y élisent parfois domicile. Les vers parasites. La plupart de ces étranges créatures commencent leur exploration de la planète corps sous forme d'œufs dissimulés dans notre nourriture. Le trajet qu'ils suivent jusqu'à nos intestins n'est donc pas un mystère. Ils occupent la même niche écologique que les bactéries et peuvent même être en interaction étroite avec elles. Ainsi, les œufs de Trichuris trichuria n'éclosent que lorsqu'ils sont à proximité de bactéries typiques du gros intestin. Leur présence serait le signal pour l'œuf qu'il est dans l'environnement qui lui convient et qu'il peut éclore. Mais avant d'arriver dans nos intestins, ces créatures des profondeurs doivent traverser un véritable chaudron de sorcières, notre estomac. Contrairement aux apparences, le docteur Richard Folks ne prépare pas son petit déjeuner, mais une expérience. Elle consiste à recréer les conditions réelles du processus digestif lors d'un repas. C'est dans sa propre bouche qu'il soumet les aliments à la mastication et à une première stérilisation par les enzymes contenues dans la salive. Puis il livre le résultat de ce pré-mâchage à son bébé, le modèle gut, une machine qui reproduit fidèlement les phénomènes mécaniques et chimiques de l'estomac. Ce robot, dont il est l'inventeur, permet d'étudier la digestibilité de certains aliments, leur rapport diététique, mais aussi la résistance d'organismes vivants au cocktail corrosif de l'estomac. Maintenant, je vais ajouter quelques œufs de parasites intestinaux, mélanger tout ça et l'introduire dans l'estomac. Lorsque des organismes sont ingérés en même temps que des aliments, le principal défi qui les attend, c'est le pH acide de l'estomac, susceptible de les tuer. Ceci étant dit, lors d'un repas, au cours de la digestion, le pH n'est pas toujours très bas. Il ne descend à 2 qu'à la fin. C'est ainsi que la plupart des aliments qui passent de l'estomac dans le petit intestin ne rencontrent jamais un pH aussi acide que 2. Par ailleurs, quand un morceau d'aliment reste relativement intact, l'acidité ne stérilise que l'extérieur de cet élément. Si des organismes sont logés à l'intérieur de ce morceau, ils ne seront pas exposés à l'acidité ambiante de l'estomac. On a maintenant notre repas digéré. On peut contrôler si les œufs de parasites restent actifs.
Comme on pouvait le penser, les œufs semblent avoir survécu. Si les vers parasites ressortent indemnes du bain acide de l'estomac, c'est parce que leurs œufs sont enrobés d'une coque protectrice. Ils arrivent alors dans nos intestins, où ils peuvent éclore et se développer en toute sécurité. Chaque espèce prospère selon sa propre technique. L'ascaris, par exemple, s'agrippe à notre intestin grêle grâce à de petites tenailles et se nourrit des restes de nos repas. Le schistosome, quant à lui, a une prédilection pour les vaisseaux sanguins qui prolifèrent sur les parois de nos intestins. Avec sa ventouse, il se colle à l'un de ces vaisseaux et pompe le sang grâce à son organe de succion. Notre réseau sanguin est une voie de circulation qu'empruntent de nombreux parasites. Mais ce voyage à travers fleuves et rivières de notre planète peut être périlleux. En effet, c'est là que patrouillent en priorité les armées de notre arsenal défensif, connu sous le nom de système immunitaire. Tous les secrets de son fonctionnement n'ont pas encore été percés, mais on commence à en comprendre les principaux rouages. Certains globules blancs, les lymphocytes B, sont spécialisés dans l'identification des envahisseurs qui arrivent de l'extérieur de notre corps. Dès qu'ils repèrent un intrus, ils donnent l'alerte en fabriquant des anticorps qui se fixent sur l'ennemi et le désignent comme agresseur. D'autres globules blancs, les macrophages, se jettent alors sur la cible identifiée par les signaux d'alerte et la dévorent. Certains parasites, comme celui de la toxoplasmose, arrivent pourtant à passer à travers les mailles du filet et parviennent à vivre cachés à l'intérieur de nos cellules. Le parasite de la toxoplasmose est un parasite qui a un succès énorme puisqu'il peut parasiter un grand nombre d'hôtes et on considère que près de 30% des individus humains, par exemple de la planète, portent ce parasite. Il n'a en général aucune conséquence sur les individus qui l'infectent. Pourtant, les femmes enceintes le redoutent à juste titre. Le fœtus est vulnérable, car il est dépourvu de défense immunitaire. Si le parasite réussit à s'introduire dans ces cellules, il risque de provoquer des malformations chez le bébé. Comme nombre de bactéries ou de vers parasites, ce petit protozoaire s'introduit dans notre corps par les voies naturelles. C'est bien souvent dans les crudités ou dans la viande peu cuite qu'il peut se cacher. Pour madame, l'agneau. Merci. Et pour monsieur, Merci. le bœuf. Bon appétit. Une fois ingéré, le parasite infecte les cellules de notre intestin et s'y multiplie. Les défenses de notre corps réagissent à cette agression, mais quelques parasites échappent à la riposte en changeant d'apparence. Pour notre système immunitaire, ils deviennent invisibles. On ne connaît pas toutes les techniques de camouflage de ce parasite, mais on sait qu'il peut déjà utiliser des globules blancs qui circulent dans le sang comme véhicule pour aller coloniser les tissus comme le cerveau. Une personne sur 3 vit donc avec un parasite dormant dans ses neurones. On peut le porter ainsi toute sa vie sans que cela ne pose aucun problème. Il n'en va pas de même pour certaines espèces animales. Lorsque le parasite s'invite dans le cerveau du rat, il modifie son comportement.
Des expériences sur le rat ont montré que la présence de toxoplasma dans le cerveau des rats altère leur évaluation d'une menace et les désinhibe de la peur de leurs prédateurs. Les scientifiques pensent que le parasite sait manipuler le rat pour faciliter son ingestion par le chat. En effet, Toxoplasma a besoin d'être dans l'intestin d'un chat pour faire naître de nouvelles générations de parasites. Si Toxoplasma ne peut se reproduire de façon sexuée que dans l'intestin du chat, l'homme représenterait donc une voie sans issue pour le parasite. Pourtant, une fois installé dans notre cerveau, est-il aussi inoffensif que cela ? Se pourrait-il qu'il modifie notre comportement à notre insu, comme chez le rat ? Même si, dans la plupart des cas, il n'y a pas de signes qui puissent illustrer ou traduire la présence du parasite, depuis une dizaine d'années, des études ont révélé que le parasite n'est pas si neutre que ça et peut avoir un effet sur le comportement de l'hôte en facilitant la production de médiateurs chimiques comme la dopamine qui est impliquée dans le trouble de comportement neurologique comme la schizophrénie ou les troubles bipolaires. Le parasite Toxoplasma pourrait se comparer à un fantôme qui hante votre crâne. Il est capable de rester toute votre vie, incognito, enfoui dans votre cerveau. Mais si votre système immunitaire s'affaiblit fortement de façon durable, alors Toxoplasma se réactive et déclenche des encéphalites, parfois mortelles. L'efficacité de notre système immunitaire peut donc être, pour nous, une question de survie. Il est important qu'il fonctionne de façon optimale et reconnaisse l'ennemi à combattre. Pourtant, il arrive que notre arsenal défensif se détraque et se retourne contre notre propre corps. C'est ce que l'on appelle une maladie auto-immune. Quelle peut être l'explication d'un tel dérèglement qui s'opère à l'échelle microscopique à l'intérieur de notre planète ? Il y a de plus en plus de preuves que l'une des choses qui a changé, c'est notre relation avec certains organismes microscopiques ou parfois plus gros. Nous avons évolué avec eux et nous avons appris à les tolérer. En s'habituant à leur présence, notre système immunitaire s'est éduqué. Il a mis en place une sorte de police qui le régule et l'empêche d'être trop actif quand ce n'est pas utile. Ces organismes, qui nous habitent depuis des milliers d'années, le professeur Rook les qualifie de vieux amis. Leur disparition peut engendrer des déséquilibres. Une fois de plus, un petit parallèle avec notre planète Terre peut être utile. Nous avons tous pris conscience de l'importance de la biodiversité et du rôle de chaque espèce. Certaines peuvent paraître nuisibles, d'autres plus utiles, mais toutes participent à un équilibre écologique qui s'est construit au fil de l'évolution. Qu'une espèce vienne à disparaître ou qu'une autre se mette à envahir, et cet équilibre est rompu. Dans notre corps, à une autre échelle, les processus sont les mêmes. Bien sûr, nous ne pouvons pas vraiment changer notre mode de vie pour retrouver le contact avec nos vieux amis. Et ça ne sert à rien de remettre en cause l'hygiène, car de toute façon, ces vieux amis ne sont plus dans notre environnement. Nous les avons perdus à la suite de changements majeurs dans notre façon de vivre. Par contre, dans la nature, dans les espaces verts, dans les forêts, à la campagne, il y a plein d'organismes avec lesquels nous pouvons entrer en contact et qui sont bons pour notre système immunitaire. L'histoire de l'environnement agricole est particulièrement intéressante. Au XIXe siècle, quand on a commencé à identifier les problèmes d'allergie, on a observé que le rhume des foins sévissait surtout auprès des citadins, des aristocrates et des populations aisées, mais ne touchait pas les fermiers. Depuis, des recherches faites dans de nombreux pays
ont prouvé à plusieurs reprises que si vous exposez un enfant à un environnement agricole dans les 2-3 premières années de sa vie, il sera beaucoup moins sujet aux allergies de tout genre. Il y aura aussi moins de probabilité qu'il développe des maladies inflammatoires de l'intestin. Il y a un autre élément qui semble protéger contre les inflammations chroniques et les allergies. C'est le contact avec un chien. C'est sans doute parce que les chiens sont parfois sales. Ils courent dehors, creusent des trous, ils reviennent avec de la boue, de la terre, et ils vous lèchent le visage. Souvent, les enfants jouent avec les chiens de façon très proche. Et même si votre enfant se lave après, il va entrer en contact avec de nombreux organismes intéressants qui viennent à la fois du chien et de l'environnement où il joue avec le chien. En se coupant d'un environnement naturel auquel il appartient depuis des millénaires, l'homme aurait aussi rompu les équilibres de son corps. Il suffit parfois de réintroduire certaines vieilles connaissances dans notre écosystème pour lutter contre les inflammations chroniques ou les maladies auto-immunes. Des chercheurs australiens s'intéressent en particulier au pouvoir d'un petit ver appelé ankylostome. On le trouve dans la nature où ses œufs nichent dans les espaces humides. Et c'est sous forme de larves qu'il se fixe sur notre peau dès qu'une main ou un pied arrive à son contact. L'utilisation de ce ver parasite est testée par un gastro-entérologue australien, le professeur John Kruse, pour traiter des patients qui souffrent d'inflammation intestinale, de la maladie de Crohn ou d'allergie au gluten. Un patch imbibé de liquide contenant une dizaine de larves est appliqué sur la peau. Dites-moi ce que vous ressentez. J'ai un peu la sensation d'une piqûre, comme une pointe d'aiguille. Ça me donne envie d'y toucher. Je suis content que vous me disiez ça, car ça veut dire que les larves sont vivantes. Elles sont en train de pénétrer sous la peau. Elles font leur boulot. Et maintenant, elles font partie de vous. Les larves traversent la peau en quelques minutes, puis elles voyagent dans le flux sanguin jusqu'aux poumons. Une fois matures, elles remontent vers notre tube digestif pour finir leur migration dans notre intestin où elles se fixent. Pour ces essais cliniques, John Kruse travaille en lien étroit avec le parasitologue Alex Lucas, qui tente de comprendre les pouvoirs de ces vers. Vous n'avez pas besoin de vous infecter avec un ver vivant pour bénéficier de ses propriétés anti-inflammatoires. Notre recherche a montré que si vous collectez la salive des vers et que vous l'injectez à des souris atteintes d'inflammation chronique, vous pouvez les guérir d'affections comme l'asthme ou la maladie de Crohn. Il est vrai que lorsque l'on voit le portrait de la bête grossi plusieurs milliers de fois au microscope électronique, on peut comprendre que tout le monde ne soit pas prêt à héberger ce mini-vampire dans son intestin. Pourtant, paradoxalement, sa morsure peut nous faire du bien. Quand un ankylostome s'accroche, il libère toutes sortes de protéines dans sa salive, et certaines d'entre elles ont des propriétés immunodépressives. Elles atténuent la réponse du système immunitaire pour protéger le ver d'une riposte. Le bénéfice de cela, c'est que ça supprime l'inflammation. Mon objectif est d'identifier les molécules sécrétées par les vers qui ont un pouvoir anti-inflammatoire pour en faire des médicaments.
L'élimination totale de certains parasites avec lesquels nous avons toujours vécu n'est donc pas forcément un bienfait. En effet, il se crée parfois un équilibre de la terreur entre micro-organismes. À notre insu, les minuscules créatures qui nous ont colonisés se livrent à des combats sans merci, dignes de films de science-fiction. Dans les empires invisibles de l'infiniment petit, les bactéries subissent les assauts permanents de leurs pires ennemis, les virus bactériophages. Dès qu'une bactérie cible est repérée, le bactériophage s'y arrime, tel un vaisseau spatial se posant sur une planète. Puis il injecte son matériel génétique à l'aide d'une mini-seringue. Le virus se multiplie alors à l'intérieur de sa victime et la fait exploser. Tous les 2 jours, la moitié des bactéries présentes sur Terre succombent sous les assauts des bactériophages. Les virus bactériophages sont présents partout dans la nature. Ils traquent leur proie dans tous les milieux. Ils sont 1 million dans une goutte d'eau de mer et près de 100 millions dans 1 gramme de terre. Mais notre corps est également un de leurs terrains de chasse de prédilection. On estime que chacun d'entre nous abrite en permanence 300 millions de virus qui sont essentiellement des bactériophages. Ils prolifèrent dans le mucus, cette substance visqueuse qui tapisse l'intérieur de notre nez, de nos poumons ou la paroi de nos intestins. Les scientifiques pensent aujourd'hui que ce n'est pas un hasard si certaines zones de notre corps offrent un milieu propice à ces tueurs de bactéries. Les colonies de bactériophages seraient l'équivalent d'une armée alliée stationnée dans des bases et prête à se jeter sur l'assaillant. Autrement dit, chacun de nous ferait inconsciemment, bien sûr, l'élevage de virus destinés à assurer notre défense. Cela est d'autant plus étonnant que les virus sont habituellement classés dans la catégorie des agresseurs. On les représente d'ailleurs souvent comme de véritables petites bombes hérissées de pics. De toutes les créatures que nous avons rencontrées au cours de notre voyage sur la planète Corps, les virus nous entraînent aux limites du visible. Comparés à eux, la plupart des organismes microscopiques sont de véritables mastodontes. Pour vous donner un point de comparaison, si une cellule de votre peau avait la taille d'un éléphant, le virus, lui, aurait la taille d'un moustique. Et il ne faut pas s'y fier, car d'une certaine façon, les pouvoirs des virus sont inversement proportionnels à leur taille. Les virus ont besoin de pirater nos cellules pour survivre. C'est ainsi qu'ils peuvent provoquer les maladies les plus contagieuses et dévastatrices que l'espèce humaine doit affronter. Rage, grippe, variole, Ebola, sida, autant de noms qui résonnent comme de terribles menaces. S'ils nous rendent malades et parfois menacent nos vies, certains virus, appelés rétrovirus, ont en plus le pouvoir de s'installer en nous de façon définitive. Un rétrovirus, c'est un virus très très particulier qui a cette capacité tout à fait remarquable d'être capable de s'intégrer de manière précise dans les chromosomes, dans le génome de la cellule qui l'infecte. Au cours de notre évolution, des épidémies provoquées par des rétrovirus ont abouti à ce résultat surprenant. En infectant nos cellules, l'ADN du virus s'est intégré à notre propre ADN. Le virus est alors devenu endogène, c'est-à-dire
qu'il s'est installé à l'intérieur de notre génome. Comme ce phénomène s'est produit plusieurs fois dans l'histoire de l'humanité, certaines séquences de notre ADN sont ainsi composées de virus. Près de 10% de notre génome est en fait constitué par des rétrovirus intégrés. Donc la trace de ces infections anciennes qui ont été transmises de génération en génération. Les structures endogènes que l'on voit aujourd'hui sont des reliquats d'infections auxquels on a bien entendu survécu, sinon on ne serait pas là pour les voir, pour les montrer en tout cas. Ce qui veut dire qu'en fait on peut réchapper à ces insertions et à ces infections. La nature a mis au point des mécanismes extrêmement puissants pour restreindre l'effet de ces insertions de rétrovirus. Assez rapidement, des phénomènes d'extinction de l'expression du virus sont mis en place, qui font que le virus est là, physiquement, il est toujours présent dans nos gènes, mais il ne s'exprime pas. C'est heureux pour nous, car les rétrovirus comptent dans leur rang des agresseurs aussi redoutables que les virus du sida ou de la leucémie. Il existe pourtant un cas exceptionnel où ces virus enfouis dans notre ADN sont capables de se réactiver de façon temporaire et pour notre bien. Aussi incroyable que cela puisse paraître, notre capacité à enfanter est intimement liée à un réveil momentané de virus endogènes. C'est sous leur action que peut se former une membrane interne du placenta, essentielle au développement de l'embryon. Cette grande nappe cellulaire régit les échanges entre le sang de la mère et le sang du fœtus. En se réactivant, les virus endogènes produisent aussi des protéines qui protègent l'embryon d'une attaque du système immunitaire maternel. Il faut bien voir que le fœtus, comme le placenta, qui ont tous deux le même génotype, et en fait, c'est un génotype mixte qui contient à la fois des gènes d'origine paternelle et des gènes d'origine maternelle. Donc le placenta et le fœtus, normalement, devraient être rejetés par le système immunitaire de la mère, qui devrait considérer cet objet, le fœtus et le placenta, comme une sorte de greffe étrangère dont il faut se débarrasser. Or, on le sait tous bien, c'est pas ce qui se passe. Le placenta et le fœtus sont tolérés par la mère, qui ne le rejette pas. En se réveillant dans le placenta au moment de la grossesse, les virus nous font donc bénéficier d'un de leurs atouts, la capacité à neutraliser le système immunitaire. Pour conforter sa découverte, le professeur Edman a voulu savoir si le même phénomène se retrouvait chez tous les mammifères. Il a observé le placenta de nombreuses espèces. Dans chacun de ces placentas, il a trouvé des traces de virus. Cette présence systématique signifie donc que la réactivation des rétrovirus endogènes est bien une caractéristique des mammifères. Comme chez l'homme, elle conditionne la formation du placenta et empêche le rejet de l'embryon par le système immunitaire maternel. C'est bien la clé qui permet aux mammifères de porter les petits le temps d'une gestation et les distingue des reptiles, des oiseaux et autres animaux pondeurs d'œufs. L'acquisition de ces gènes d'origine rétrovirale constitue un exemple absolument remarquable et en fait rarissime d'effets clairement bénéfiques d'une infection virale. C'est un exemple de symbiose extraordinaire où effectivement le gène du rétrovirus a été complètement coopté par l'hôte pour une fonction essentielle à l'hôte. Il est parfois difficile d'imaginer à quel point nous sommes liés aux minuscules créatures qui nous habitent.
Si les bactéries régissent les équilibres de notre corps et nous accompagnent dès notre naissance, ce sont les virus qui nous permettent de naître. Après un tel safari microscopique sur la planète Corps, peut-être ne vous regarderez-vous plus tout à fait de la même façon. Si nous hébergeons plus de bactéries que nous n'avons de cellules, si des virus fossiles squattent notre ADN, que nous reste-t-il d'humain ? Les interactions de notre corps avec les organismes qui le colonisent nous obligent à reconsidérer notre place dans la nature. Les créatures qui peuplent notre planète Corps sont les architectes invisibles de notre évolution. Certaines sont même indispensables à notre survie. Le vivant n'est pas uniquement constitué d'espèces en compétition les unes avec les autres, mais aussi et surtout d'espèces auxquelles l'évolution a imposé la nécessité de collaborer entre elles. Et c'est ce qu'elles font à merveille depuis toujours. Virus nous sommes, bactéries nous sommes, cellules nous sommes, animaux nous sommes. Et c'est bien ça qui nous rend humains. Si les passagers de notre corps décident en permanence de notre destin, n'oublions pas que nous sommes nous-mêmes les passagers d'un corps géant, la Terre, et que nous influons sur son destin.